À environ 300 km au sud-est d'Halifax, en Nouvelle-Écosse, s'étend une île de sable qui s'appelle fort à propos l'île de Sable. Cette petite île, en forme de croissant, abrite de magnifiques chevaux sauvages et la plus grande colonie de reproduction de phoques gris au monde. Mais avec les impacts éventuels des changements climatiques sur les zones côtières vulnérables, une petite île faite entièrement de sable peut-elle résister aux forces de la nature en plein milieu de l'océan Atlantique Nord? Dans cet épisode, nous parlons avec un scientifique qui collabore à de nouvelles recherches pour sonder l'avenir de l'île de sable. Bienvenue à un nouvel épisode de La Science simplifiée. Je suis votre animateur Joël Hull. Aujourd'hui, nous allons parler de la recherche qui se fait sur l'île de Sable. Si vous n'êtes pas familier avec l'île même, je vous recommande fortement de faire une recherche en ligne pour trouver des photos. C'est de toute beauté. Des scientifiques de Ressources naturelles Canada et Parcs Canada collaborent à de nouveaux travaux de recherche. Accueillons maintenant notre invité pour en apprendre davantage au sujet de la vie sur l'île de Sable. Alors, notre invité aujourd'hui est Dan Keller. Dan, bienvenue à l'émission. Merci, Joe. Je suis ravi d'être là. Alors, toi, tu travailles à Parcs Canada, tu es écologiste. Est-ce que tu peux parler un peu de ce que tu fais? Absolument. Alors, je suis l'écologiste du parc pour le Parc national de l'île de Sable. Et donc, je suis responsable pour tous les programmes qui touchent sur la conservation des ressources naturelles, les espèces en péril. Je travaille avec tous les chercheurs qui viennent sur l'île, la gestion environnementale et la surveillance écologique. Alors, toi, tu travailles ensemble avec des collègues de Ressources naturelles Canada sur l'île de Sable. Pour les auditeurs qui ne connaissent pas cette île, est-ce que tu peux, disons, planter le décor pour nous? De quelle grandeur est l'île? Où se trouve-t-elle? Qu'est-ce qu'on peut y trouver? Absolument. Alors, l'île de Sable est une île bien connue au Canada et même à travers le monde. L'île est située à environ 300 km à l'est d'Halifax, ou disons 170 km du point de la Terre la plus proche. Donc, c'est vraiment loin, là, dans l'océan. On se sent vraiment assez isolé quand on arrive sur l'île qui est composée entièrement de sable. C'est pour ça, sans doute, que les premiers explorateurs l'ont appelé l'île de Sable. Alors, l'île change de longueur et de forme selon les tempêtes et les forces océaniques, mais en ce moment, elle est à peu près 40 km de long et au plus large, disons 1 km. Alors, c'est très petit. C'est petit, mais une fois qu'on y arrive, on a l'impression que c'est très grand parce que ça prend longtemps de se promener à pied sur le sable. Alors, j'imagine que quelqu'un qui essaierait de faire le tour de l'île à pied, il trouverait ça assez grand quand même. Alors, comment qu'on fait pour se rendre sur l'île? Alors, pour se rendre sur l'île, nous, on prend un petit avion qui atterrit, qui quitte Halifax à l'aéroport et puis atterrit sur la plage. Donc, la plage, c'est la piste d'atterrissage. On peut également s'y rendre en hélicoptère ou en bateau. Wow! Alors, l'avion atterrit sur la plage? Sur la plage. Alors, il faut des conditions très spécifiques pour que l'avion qui a de gros pneus puisse atterrir sur la plage sans aucun risque. Et à vrai dire, la partie plus difficile, c'est le décollage. Alors, pour que l'avion puisse décoller sans s'enfoncer et atteindre la vitesse nécessaire pour pouvoir quitter la Terre, il faut que le sable soit super lisse et dur, mais pas trop dur. Alors, c'est pas évident de se rendre là. Non. Alors, avec la brume, les conditions de la plage, la météo, c'est souvent un assez grand défi juste pour s'y rendre. Lorsque je faisais de la recherche pour l'épisode, j'ai vu qu'il y avait des chevaux sur l'île. Comment que les chevaux sont faits pour se rendre sur l'île? Bonne question. L'île est vraiment bien connue pour les chevaux sauvages qui y habitent là depuis maintenant 250 ans. Alors, dans le temps, on pensait qu'ils étaient des chevaux qui avaient nagé à l'île, des bateaux, des bateaux, des navires qui avaient échoué sur l'île
Mais maintenant, selon les historiens, on pense que les chevaux ont été apportés exprès par des marchands qui sont venus de Boston et en partie, ils ont acheté les chevaux qui ont été pris des Acadiens lors de la grande déportation en 1755. Et ils ont emporté ces chevaux sur l'île pour voir s'ils pouvaient se faire de l'argent. Alors, ils comptaient revenir et voir si la population avait multiplié. Mais grâce aux difficultés de s'y rendre et au fait que l'île n'est pas toujours aussi hospitable qu'on le pense, ça a vraiment échoué. Ils n'ont eu aucun succès commercial. Ouais, c'est super intéressant. Il y a beaucoup d'historique dans cette île. Si on revient au travail que toi et tes collègues de Ressources naturelles Canada vous avez fait, quel genre de travail est-ce que vous avez effectué sur l'île? Alors, l'île de Sable a fait l'objet des études de plusieurs scientifiques de Ressources naturelles Canada au cours des dernières décennies. C'est eux qui ont vraiment préparé la base des données, des connaissances géologiques au sujet de l'île et des environs. Mais plus récemment, avec le Dr. Jordan Emer et ses collègues aux Ressources naturelles Canada et ailleurs, on a pu effectuer une étude qui regardait l'évolution de l'île dans les 60 dernières années, où on a accès à des images prises par des avions, alors des images aériennes d'assez haute résolution, où on peut vraiment essayer de comprendre la dynamique de la côte et aussi de la ligne des dunes. Bien sûr, une île composée de sable, il y a des dunes, c'est les plantes qui assurent l'intégrité de ces dunes, mais ils sont en état d'évolution constante. Je vois. Alors, la raison pourquoi est-ce qu'on regarde en arrière, c'est pour prédire le futur, j'imagine, c'est bien ça? Ah oui, alors depuis 1800, c'est-à-dire le début de l'occupation permanente humaine à l'île, on a des records écrits au sujet qui décrivent l'île, et aussi on a les premières cartes hydrographiques qui ont été créées en 1776. Alors on a une idée de la taille et la forme de l'île de ces temps-là, et on sait que ça a beaucoup changé. En fait, au début, il y avait un réservoir d'eau à l'intérieur de l'île, c'était de l'eau salée bien sûr, et puis les dunes se sont refermées autour de cette lagune qui au fil du temps est devenue fraîche grâce aux pluies qui sont tombées. Et depuis ce temps, on a vu aussi que les extrémités de l'île sont toujours en train de changer. Ils grandissent, ils répétissent. On dirait comme presque un oiseau qui agitait ses ailes. Alors, on voulait essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire pour le futur de l'île. Est-ce que l'île va rester, sera là dans 50 ou 100 ans, ou est-ce qu'elle est en voie de disparition? Et en fait, c'est pas la première fois que les gens se sont posé la question. En 1899, un géologiste avait soupçonné que l'île était sur le point de disparaître et que ça deviendrait encore un danger à la navigation encore plus extrême que ce l'était déjà. Alors, ils ont considéré plusieurs options pour essayer de sauver l'île, si vous voulez, incluant mettre d'énormes rochers tout autour de l'île, ce qui était absolument pas possible. Alors, ce qu'ils ont choisi de faire, c'était de planter des arbres, parce qu'ils savaient qu'ailleurs dans le monde, les arbres stabilisaient aussi les sables. Alors, si on regarde en Europe, il y a des forêts immenses de pins dans des zones côtières. Alors, ils ont planté presque 100 000 arbres d'espèces différentes pour voir si elles prendraient sur l'île. Mais malheureusement, les conditions là sont trop hostiles pour les arbres. C'est justement le sable qui est emporté par le vent, qui a fait comme la friction avec l'écorce, comme si on avait mis du papier sandpaper. Du papier sablé, oui. Pour enlever toute l'écorce des arbres. Alors, aucun arbre de cet effort a survécu. Si on parle spécifiquement du type de travail que tu fais, alors c'est quoi une journée typique pour toi et tes collègues sur l'île? Alors, pour moi, sur l'île, on effectue une série de suivis qui visent à mieux comprendre les ressources naturelles sur l'île, c'est-à-dire les chevaux, les phoques, c'est la colonie la plus importante au monde pour les phoques gris, et les oiseaux, et bien sûr les plantes, et il y a aussi des insectes qui sont endémiques à l'île, c'est-à-dire qu'ils ne se sont pas, on ne les trouve pas ailleurs dans le monde.
Alors, c'est cette responsabilité collective qui nous préoccupe. Et tout ça, c'est dans le contexte d'un environnement qui est tellement dynamique, qui change de jour en jour. Et c'est pour ça qu'on voulait mieux comprendre l'évolution dans les dernières années et essayer de comprendre quelle est la trajectoire de l'île, quelles sont les implications pour les étangs d'eau douce, pour les espèces qui dépendent de l'intérieur de l'île, qui est un peu plus stable. Je vois. Alors, toi, tu travailles beaucoup avec Dr. Emer de Ressources naturelles Canada. Comment est-ce que votre collaboration a commencé? On a eu la bonne chance que Dr. Emer a travaillé pour Parc Canada en tant que coordonnateur des opérations pendant quelques années sur l'île de Sable. Alors, il a pu vivre là-dessus et dans un laboratoire vivant, et il a donc une bonne compréhension de ce qui se passe sur l'île des opérations, mais aussi sur du point de vue géologique. Alors, c'est grâce à cette expérience qu'il a eue, lui, et bien sûr ses connaissances académiques, qu'on a pu mettre sur pied ce projet-là. Alors, c'était vraiment un heureux mariage d'intérêt et d'habilité. Alors, Dr. Emer Jordan a pu nous appuyer quand on a mis ce projet sur pied avec des collègues de Ressources naturelles Canada et aussi d'un collège de sciences techniques qui ont fait l'analyse des données, l'analyse des photos aériennes elles-mêmes. Alors, l'expertise de Dr. Emer, c'est l'érosion côtière. C'est quoi l'avantage de travailler ensemble et est-ce que vous êtes capable d'accomplir quelque chose que c'est pas possible d'accomplir séparément? Oui, absolument. On est un très petit groupe qui travaille pour l'île de Sable, pour Parc Canada, et on n'a pas toutes les expertises, toutes les connaissances dont on a besoin. Donc, on travaille souvent ensemble avec des experts à l'externe. Et un expert comme Jordan, qui est géomorphologiste, mais qui connaît aussi l'île, veut dire qu'il a un aperçu très particulier sur ce qui se passe sur l'île. Alors, c'est grâce à cette collaboration avec la partie technique, alors l'analyse des photos aériennes, l'interprétation écologique et les implications pour la gestion de l'île, et aussi le côté géomorphologie et sciences géologiques. Ensemble, on a pu réaliser ce projet qui, autrement, n'aurait pas pu prendre place. Alors, quelles sont vos conclusions? Est-ce que vous avez été surpris par les résultats que vous avez obtenus? J'ai été surpris, mais j'imagine que j'étais un peu naïf aussi. Mais la conclusion la plus évidente, c'est que l'île est en train de devenir plus mince. Donc, on savait qu'il y avait beaucoup de mouvements sur les extrémités et je m'attendais à voir ça. Mais je m'avais pas rendu compte à quel point l'île avait rapétissé du côté sud de l'île et on savait qu'on avait perdu presque 80% des étangs d'eau fraîche pendant les dernières 40 années. Mais ça se comprend si on voit la retraite de la côte vers l'intérieur de l'île. Alors, pour pouvoir voir ça et de l'avoir quantifié, ça m'a vraiment impressionné. Alors, qu'est-ce qui va arriver, vous pensez, à l'île de Sable dans l'avenir, dans 20, 50, 100 ans? Est-ce que l'île va disparaître éventuellement? Ben, ça, c'est la question qu'on se pose toujours. Et la première étude qu'on a fait avec Jordan Emer et les autres scientifiques, c'était vraiment pour préparer le terrain pour la modélisation de l'île qu'on compte faire. Ça, c'est la deuxième étape. Donc, pour pouvoir comprendre, étant donné ce qu'on a vu et vécu pendant les 60 dernières années, quelle est la trajectoire de l'île, de la forme de l'île, de la taille de l'île, et quelles sont les implications pour l'écologie, pour l'expérience du visiteur, parce qu'on va pouvoir toujours atterrir un avion sur le sable et pour pouvoir naviguer autour de l'île. Super intéressant. J'imagine qu'il y a plusieurs de nos auditeurs qui aimeraient avoir probablement d'autres informations sur l'île de Sable, sur le travail que toi et Dr. Emer vous faites. Est-ce qu'il y a des ressources sur Internet ou est-ce qu'il y a des comptes sur les médias sociaux que vous recommandez qu'on visite, qu'on suit? Certainement. Nous, à Parc Canada, on maintient un site web pour l'île de Sable et aussi un compte Facebook que les gens peuvent visiter.
Je sais que le Dr. Hamer a créé un compte Twitter et il serait très heureux d'avoir de nouveaux suivants. En plus de ça, il y a plusieurs organisations à but non lucratif qui sont très concernées avec l'île, dont le Sable Island Institute a un site web qui est très informatif. Et en plus de ça, il y a un autre groupe qui s'appelle les Friends of Sable Island qui ont aussi beaucoup de ressources sur leur site web. Super. Alors, on va inclure les liens dans la description du balado. Dan, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir jaser avec moi aujourd'hui. C'est un vrai plaisir. Merci. J'ai beaucoup aimé l'entrevue avec Dan. Personnellement, j'aimerais beaucoup visiter l'île de Sable un jour. Oh, et Dan tenait à souligner que, d'une certaine façon, son collègue Jordan Hamer et lui poursuivent une longue tradition de recherche, s'appuyant sur une vaste base de connaissances scientifiques qui ont été recueillies avant eux sur des dizaines d'années par de nombreux scientifiques, naturalistes et enthousiastes, y compris des géoscientifiques de Ressources naturelles Canada et des équipes de recherche d'autres ministères et fédéraux. Également, dans la description de notre épisode, nous avons des liens qui peuvent vous intéresser, chers auditeurs. Nous avons des liens qui contiennent l'information sur l'île de Sable et aussi sur les travaux effectués par Ressources naturelles Canada et Parcs Canada. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous à notre chaîne. Vous pouvez aussi nous envoyer des commentaires ou partager l'épisode sur les médias sociaux. La Science Simplifiée a aussi un site web et une chaîne YouTube que je vous recommande fortement de visiter. Nous avons des articles et des vidéos intéressants sur le travail scientifique exceptionnel qui se fait ici à Ressources naturelles Canada. Les liens se trouvent aussi dans la description de notre épisode. Merci beaucoup de votre écoute et on se retrouve dans le prochain épisode. Si vous avez aimé cette vidéo, faites-le nous savoir. Cliquez sur le logo ci-dessous pour vous inscrire à la chaîne La Science tout simplement et sur l'icône représentant une cloche pour recevoir un message chaque fois que nous ajoutons de nouvelles vidéos.